Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Stéphane Bisson. Je suis président de la Chambre de commerce de Gatineau. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui à notre allocution avec Monsieur Baudry de la Banque du Canada. Avant de débuter, je veux souligner qu'on est sur un territoire non cédé du peuple algonquin. Donc, une grande reconnaissance au peuple algonquin. Vous savez, au cours, la Chambre de commerce de Gatineau est très impliquée dans les dossiers à saveur économique et particulièrement, on fait beaucoup de lobbying au niveau politique. Le gouvernement provincial est sur le point de faire une annonce historique par rapport à l'emplacement du centre hospitalier. Faudrait garder en tête que ça peut être également un moteur de développement économique et que le site de l'hôpital doit absolument être à des endroits qui est déjà desservi, que ça ne sera pas une charge fiscale supplémentaire pour les citoyens. Je tenais à le mentionner ce matin. La Chambre de commerce est vraiment dévouée à aider les entrepreneurs dans leur modèle d'affaires, au rayonnement de la communauté entrepreneuriale. Pour nous, c'est un plaisir de vous représenter. Mais pour avoir une chambre de commerce forte, on doit avoir également un membership fort. Donc, si vous n'êtes pas membre de la chambre de commerce, je vous invite à devenir membre pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des services. Et sans plus attendre, je cède la parole à mon collègue, le directeur général de la Chambre de commerce, M. Stéphane Sénac. Merci à vous. Merci beaucoup. Très heureux, comme mon président, d'accueillir M. Paul Baudry, qui est sous-gouverneur à la Banque du Canada depuis février 2019. Juste vous dire qu'il y a des journalistes de présents, mais qu'il y aura donc une mêlée de presse après dans une autre chambre de discussion et aussi que M. Baudry sera présent ce midi à l'émission Midi Info. M. Baudry est chargé dans ses fonctions de concert avec un autre sous-gouverneur de la surveillance des activités de la banque en ce qui a trait au système financier. En 2021, M. Baudry est devenu responsable des analyses que fait la banque de l'évolution de l'économie internationale à l'appui des décisions de politique monétaire et représente l'institution au G7 et au G20. M. Baudry est détenteur d'un doctorat en économie de la prestigieuse, devrais-je dire, je tiens à le souligner, Université Princeton, également titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université Laval et d'une maîtrise de l'Université de Colombie-Britannique. M. Baudry a été 2 fois lauréat de la bourse de recherche de la Banque du Canada. Il est membre de la Société royale du Canada et est associé de recherche au National Bureau of Economic Research. Il a été professeur invité à l'Institut universitaire européen au MIT et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en plus de d'autres universités. Cela dit, pour ses travaux et en reconnaissance de la qualité de ses travaux, il a notamment occupé la chaire de recherche du Canada en macroéconomie de 2000 à 2015 et a reçu le prix John Ray décerné par l'Association canadienne d'économique en 2008. On est très heureux de l'avoir avec nous parce que, vous le savez, les choses bougent. Bon, le taux d'inflation en avril grimpé à 6,8 %. Alors, c'est tout à fait opportun que nous ayons l'occasion, et nous vous en remercions d'avance, M. Baudry, de vous entendre nous faire un topo de la situation actuelle et de ce qui s'en vient. Sans plus tarder, je vous cède la parole. Et merci pour cette aimable présentation. Je suis vraiment heureux de m'adresser à vous aujourd'hui. Moi aussi, j'aimerais préciser que je suis sur la terre du territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin, Anishinabeg. Moi, je suis originaire de la ville de Québec, mais une partie de ma famille vient de la région de Gatineau-Ottawa. C'est donc un réel plaisir pour moi de pouvoir discuter d'inflation avec la Chambre de commerce de Gatineau. L'inflation est au cœur des préoccupations des Canadiens ces temps-ci. Vous ne serez pas surpris, c'est aussi ma préoccupation et c'est aussi celle de mes collègues à la Banque du Canada. Le défi que pose l'inflation actuellement est apparu il y a environ 1 an. Les problèmes d'approvisionnement, qui touchaient au début que quelques produits et un petit nombre de secteurs, sont étendus à une vaste gamme de produits courants. Plus récemment, l'inflation a été exacerbée en raison de l'invasion non provoquée de l'Ukraine par la Russie.
La guerre cause une énorme souffrance humaine en Ukraine et je sais que la situation demeure très angoissante pour ceux qui ont de la famille et des amis là-bas. La guerre a aussi intensifié les pressions à la hausse sur le prix de l'énergie et d'autres produits de base, avec des répercussions sur l'inflation ici au Canada et à l'étranger. Le contexte d'inflation actuel est difficile pour tout le monde et particulièrement pour les personnes à revenus fixes ou à faible revenu. Quand l'inflation reste élevée pendant une longue période, il peut être compliqué pour la banque de la ramener à notre cible de 2 %. En effet, l'inflation peut s'auto-alimenter si les ménages et les entreprises anticipent qu'elle va continuer à monter sans cesse. Durant la dernière année, l'inflation n'a pas juste été supérieure à notre cible, elle a aussi dépassé de façon systématique nos prévisions. Quand on va mettre à jour nos projections d'inflation en juillet, on va présenter une analyse des erreurs qu'on a faites dans nos prévisions d'inflation. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce qu'on sait des facteurs qui ont contribué à une inflation élevée, ainsi que notre engagement à ramener l'inflation à notre cible. Mais avant de parler d'inflation, je vais faire un bref compte-rendu de l'évolution récente de l'économie. L'économie canadienne s'est remise remarquablement rapidement des effets de la pandémie de COVID-19 et elle affiche un grand dynamisme. En effet, les données des comptes nationaux pour le premier trimestre de 2022, publiées plus tôt cette semaine, montrent que le produit intérieur brut a progressé de 3,1 %, ce qui concorde avec la projection présentée dans notre rapport sur la politique monétaire d'avril. Ce taux est supérieur au taux de croissance potentiel de notre économie, ce qui veut dire que l'économie évolue encore plus vers une demande excédentaire. La croissance de l'emploi est forte et celle des salaires commence à remonter au-dessus des niveaux pré-pandémiques. Le taux de chômage, qui avait bondi jusqu'à 13 % quand la pandémie a frappé, se situe maintenant à un creux historique d'à peine plus de 5 %. Il y a aujourd'hui presque 2 fois plus de postes vacants qu'avant la pandémie et beaucoup d'entreprises nous disent qu'ils ont de la grande difficulté à remplir ces postes. Le rebond de l'économie et surtout de l'emploi a été beaucoup plus rapide que la banque le prévoyait. Ce rebond a été rendu possible par des mesures de relance budgétaire et de détente monétaire exceptionnelle, de vaccins efficaces et la capacité des Canadiens de s'adapter et innover. On s'attend à ce que la croissance continue d'être robuste et à ce que le taux de chômage reste bas. Pour la période à venir, les investissements des entreprises, la productivité accrue du travail et la forte immigration devraient contribuer à renforcer la capacité de production de l'économie canadienne. Malheureusement, comme je l'ai dit, notre pays connaît aussi une inflation élevée. À près de 7 % aujourd'hui, l'inflation est nettement supérieure à nos plus récentes prévisions et elle va probablement davantage augmenter à court terme avant de commencer à baisser. Cette situation exerce des pressions sur les budgets des familles et fait monter le coût des intrants des entreprises. Comme l'inflation est bien au-dessus de notre cible, notre priorité est de la faire baisser. Notre objectif est de garder l'inflation, mesurée par l'indice des prix à la consommation, près de la cible de 2 %, le point milieu d'une fourchette de 1 à 3 %. Il est parfois nécessaire de tolérer des écarts à court terme par rapport à notre cible de 2 %, mais seulement quand on pense qu'ils seront petits et peu durables. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est qu'une forte inflation s'enracine. Je vais vous expliquer ce que j'entends par s'enraciner et décrire comment les évolutions récentes ont accru ce risque et comment la banque réagit. L'inflation s'enracine quand elle se nourrit d'elle-même. Dans ce cas, les prix augmentent parce que d'autres prix augmentent et aussi parce que le coût de la main-d'œuvre grimpe. Le coût de la main-d'œuvre grimpe parce que les travailleurs et les travailleuses veulent être en mesure de payer les prix plus élevés des biens et services. Aucune force extérieure, comme des ruptures d'approvisionnement ou un raffermissement de la demande, n'est nécessaire pour alimenter ce type d'inflation. Elle vient augmenter par elle-même en grande partie parce que les gens s'attendent à ce qu'elle reste élevée. Beaucoup peuvent avoir l'impression qu'on est déjà dans cette situation. Mais, comme je vais l'expliquer, il y a actuellement des forces extérieures importantes qui contribuent à l'inflation qu'on connaît. Plus l'inflation restera longtemps supérieure à la cible, plus elle risque d'influencer les attentes d'inflation et de s'auto-alimenter. L'histoire montre qu'une fois que l'inflation est bien élevée,
élevée est enracinée, il est difficile de la faire redescendre sans nuire fortement à l'économie. Il est donc très souhaitable d'empêcher l'inflation élevée de s'enraciner. Le mandat de la Banque, en termes d'inflation, est renouvelé tous les 5 ans par une entente conclue avec le gouvernement fédéral. Ce mandat nous confère l'indépendance d'action nécessaire pour réaliser notre mandat. Le dernier renouvellement, en décembre 2021, a permis de réaffirmer que notre objectif premier est de maintenir l'inflation à un niveau bas et stable, c'est-à-dire à la cible de 2 %. L'existence et la continuité de son mandat et le fait que l'inflation au Canada avoisine 2 % en moyenne depuis les années 90 ont aidé à garder les attentes ancrées pendant près de 30 ans. Mais pour s'assurer que l'inflation actuelle ne s'enracine pas, au-dessus de 2 %, on doit faire en sorte que ces attentes continuent à rester bien ancrées. Dans ce contexte, certains demanderont pourquoi on n'a pas commencé à augmenter les taux d'intérêt avant le mois de mars de cette année. Je vais vous expliquer pourquoi en décrivant les principales forces responsables de l'inflation dans la dernière année. Il y a 2 grandes forces derrière la poussée d'inflation actuelle. La première, la plus importante, est essentiellement mondiale et, du point de vue du Canada, agit surtout sur l'offre. La deuxième est en grande partie intérieure et agit surtout sur la demande. Je vais commencer par parler des facteurs intérieurs parce que la façon de les contrer avec la politique monétaire est plus claire. L'inflation au Canada, induite par la demande, survient quand les ménages et les entreprises veulent acheter plus de biens et de services que l'économie est capable d'en produire. Si on la laisse faire, elle peut mener à une inflation galopante. Central banks respond to the prospect of such demand-driven inflation by raising interest rates to slow economic activity, which helps realign demand with supply. In our case, we began raising interest rates once we judged that the output gap had closed. Let me clarify that the output gap is a measure of the difference between what the economy is actually producing and what it is capable of producing in a sustained fashion. Our recent interest rate increases will take time to have their full impact, but by making borrowing more expensive, our tightening phase will ensure that demand doesn't stay above the economy's capacity for long. The set of inflationary forces linked mainly to supply and stemming mostly from international developments is more complicated for monetary policy to tackle. This is especially so in an open economy such as Canada's. These forces were evident last year. Supply shortages and disruptions emerged as much as the world economy reopened after the initial lockdowns caused by the pandemic. This global recovery sparked severe supply issues in key sectors such as energy, electronics, and many consumer durables. The war in Ukraine has further amplified supply issues while also causing prices of oil, wheat, fertilizer, and other production inputs to soar. At a global level, many of these international forces are also driven by demand. But in Canada, their main impact has been on our supply conditions because we can't control the prices of most international traded goods. This makes dealing with these factors much trickier. Normally, inflationary shocks linked to supply disruptions beyond our borders don't persist for very long. As interest rates moves takes at least a year to have their full impact on inflation, an inflation-targeting central bank like ours typically does not react to such shocks, since tightening isn't needed to get inflation back to target on an acceptable timeline. Still, deciding not to react to such outside forces always involves some judgment and risk. Such decisions involve trade-offs. They often mean choosing between tolerating on one hand above average inflation that might last longer than we think, or on the other hand, needlessly weakening the economy and employment if it turns out we didn't need to tighten. The unprecedented and highly uncertain environment of the pandemic has made such calculations very challenging. With this in mind, when inflation in Canada started to rise last year, my Governing Council colleagues and I chose to hold our policy interest rates steady at a very low level. We did scale back our quantitative easing program twice in 2021, in April and in July, and then in the autumn, but we opted against raising interest rates for a few reasons.
First, as I said, inflationary shocks coming from abroad are often quite temporary. Second, for most of 2021, the economy was operating well below its capacity, so there wasn't excess demand. Finally, amid successive waves of the pandemic, we knew that premature tightening could impede the ability of people who lost jobs during the pandemic to find work again. And we were clear about this in our communications. We indicated that we intended to leave the interest rate at its lowest possible level until the slack in the economy created by the pandemic was reabsorbed. The risk we were taking was that if higher inflation lasted longer than anticipated, it could eventually affect expectations and start to become entrenched. This risk was appropriate to take at the time, given the slack in the economy and the view that the supply-driven sources of elevated inflation would likely prove temporary. Aujourd'hui, la situation est tout à fait différente. L'économie canadienne affiche une demande excédentaire. De plus, les perturbations initiales des chaînes d'approvisionnement internationales ont persisté plus longtemps et se sont généralisées davantage que prévu, en partie en raison de la forte demande de l'économie mondiale. Ces chocs ont également été exacerbés par des événements qu'on n'avait pas anticipés, comme la guerre en Ukraine et les confinements stricts dans une grande partie de la Chine. Résultat, il y a maintenant un risque plus grand que les attentes d'inflation se désancrent et que l'inflation élevée s'enracine. Il faut reconnaître que les attentes d'inflation à court, à moyen et à long terme au Canada ont augmenté, et cela est inquiétant. Toutefois, les attentes d'inflation à long terme demeurent proches des niveaux pré-pandémiques. En fait, les répondants à notre enquête sur les perspectives des entreprises citent le resserrement de la politique monétaire comme un facteur important qui justifie leur opinion selon laquelle l'inflation va redescendre. De plus, nos enquêtes auprès du public indiquent que les ménages comprennent que les problèmes d'offres liés à la pandémie sont la principale cause de la hausse des prix qu'ils observent. Cela dit, il n'est plus question d'arbitrage. Il faut monter les taux d'intérêt à la fois pour équilibrer la demande avec l'offre et pour empêcher que l'inflation ne s'enracine pour de bon. En complément à nos hausses de taux, on a commencé un processus qui s'appelle le resserrement quantitatif. Je m'explique. Pendant une bonne partie de la pandémie, on a acheté des obligations du gouvernement du Canada sur les marchés financiers pour donner une impulsion additionnelle à l'économie et stimuler la reprise. Ces achats, qui ont été faits pour la plupart dans le cadre de notre programme d'assouplissement quantitatif, ont contribué à réduire les taux d'emprunt qui importent aux ménages et aux entreprises. Mais ils ont aussi fait gonfler notre bilan. Dans la phase de resserrement quantitatif, on réduit à nouveau notre bilan. La taille de notre bilan a atteint un sommet de 575 milliards de dollars au début de 2021. Aujourd'hui, elle avoisine 465 milliards. C'est une diminution de près de 20 %. L'essentiel de notre bilan est maintenant constitué d'obligations du gouvernement du Canada. Selon le profil d'échéance de notre portefeuille, on s'attend à ce que la valeur des avoirs sur notre bilan passe d'environ 440 milliards de dollars à la fin de 2021 à environ 280 milliards d'ici la fin de 2023, une baisse additionnelle de 35 %. Le resserrement quantitatif est à l'opposé de l'assouplissement quantitatif. La réduction de notre portefeuille d'obligations devrait contribuer à faire monter le coût d'emprunt, ce qui aidera à rétablir l'équilibre entre la demande et l'offre au Canada. Tant que les Canadiens garderont confiance dans notre cible de 2 %, notre phase de resserrement nous remettra sur la voie d'une inflation basse et stable et d'une économie qui tourne près de sa capacité. La crédibilité de notre cible nous a permis de faire le nécessaire pour sortir l'économie de l'abîme dans lequel la pandémie l'avait plongée. Au plus fort de la pandémie, notre première priorité était de prévenir la déflation en soutenant une reprise forte. À présent, la priorité est d'empêcher l'inflation de s'enraciner et de ramener les choses à la normale pour que les Canadiens puissent retrouver leur quiétude. Let me now discuss in greater detail the decision by the Governing Council yesterday to raise our policy interest rate by 50 basis points to 1.5%. This is the third consecutive increase in the policy rate and our second consecutive increase of 50 basis points.
We are taking these large steps because inflation has been persistently high, the economy is overheating, and that the risk that elevated inflation will become entrenched has increased. The Governing Council is steadfast in its commitment to return inflation to the 2% target and is prepared to act more forcefully if needed. In our deliberations, we discussed how fast interest rates need to increase and how high they needed to go to bring inflation back to target. To put this in context, let me take you back to where we were at the April decision. At that time, we discussed the future path of interest rates relative to a neutral rate that neither stimulates or weighs on growth. We estimate this rate to be between 2 and 3%. We indicated that it was important to get the policy rate back to neutral. Once there, we would consider whether to pause before raising rates further. If inflation pressures were more persistent, we would likely need to move the policy rate somewhat above neutral to bring inflation back to target. So that was the discussion in April. In the deliberations for our yesterday's decision, we noted that price pressures are broadening and inflation is much higher than we expected and likely to go higher still before easing. This raises the likelihood that we may need to raise the policy rate to the top end or above the neutral rate to bring demand and supply into balance and keep inflation expectations well anchored. Je vais maintenant conclure. Les Canadiens et l'économie ont traversé beaucoup d'épreuves ces 2 dernières années. D'abord, les effets économiques extrêmes et inégaux de la pandémie, puis la reprise vigoureuse et maintenant un taux d'inflation très élevé. Mes collègues du conseil de direction et moi savons que les temps sont durs pour beaucoup de gens au Canada, comme ailleurs dans le monde. Chaque fois que nous, Canadiens, faisons le plein d'essence ou allons au supermarché, nous voyons que le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Je tiens à vous assurer qu'on ne laissera pas cette inflation élevée s'enraciner. On va la faire redescendre. La Banque a le devoir de faire preuve de détermination en continuant à utiliser ses instruments de politique monétaire pour ramener l'inflation à la cible de 2 % et garder les attentes d'inflation bien ancrées. Les Canadiens peuvent compter sur nous pour atteindre ces objectifs et pour continuer à leur donner l'heure juste sur les défis devant nous et notre plan pour les surmonter. Merci. Un grand merci, M. Baudry. C'est éclairant. Je pense que vous nous tracez un portrait solide de la situation. On va procéder à une période de questions. Je vous demande tout simplement de lever la main là, virtuellement. J'ai le tableau des participants. Il y a notre président, Stéphane Bisson, qui a déjà une question pour vous, M. Baudry. Monsieur Baudry, premièrement, merci beaucoup de votre intervention. C'est très apprécié. On sait qu'actuellement, on entend beaucoup, là, on le vit en fin de compte au quotidien, la question de la chaîne d'approvisionnement, puis il y a une grande incertitude économique mondiale. Comment voyez-vous la situation à court et moyen terme? Comment la Banque du Canada peut aider les entreprises, les entrepreneurs canadiens à surmonter cette difficulté? Bien, nous, à la Banque du Canada, on règle pas les problèmes d'approvisionnement international comme ça, mais on garde un œil sur cette chaîne, parce que pour nous, c'est l'idée de comprendre comment ça affecte l'économie, comment ça affecte l'inflation dans le Canada et qu'est-ce qu'il faut faire en termes de politique monétaire. Donc, nous, notre but, c'est de rendre la situation plus facile pour les entreprises, de ramener le système à une inflation basse, qui est à 2 %, où que les entreprises pourront prendre leurs décisions. Mais sur le côté international, comme ça, nous, on a appris beaucoup à propos des chaînes pendant toute cette période. Donc, on a rentré beaucoup plus en détail maintenant de comprendre les ramifications que ça a. Mais je regrette pour dire, c'est pas nous qui vont les régler, ces problèmes-là, mais on va essayer d'amener pour que la situation soit plus facile avec une inflation stable à près de 2 %. Merci. Si je peux me permettre, M. Baudry, vous nous dites que, évidemment, la Banque fait tout ce qu'elle peut. Elle s'engage, en fait, à faire redescendre des taux. On peut le prévoir sur un horizon. Est-ce que je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, là, mais sur quel horizon? J'aimerais vous entendre sur le taux directeur et le taux réel. Donc, l'écart entre le taux directeur suggéré par la Banque et le taux réel comme consommateur ou comme entrepreneur auquel on a droit.
Donc, premièrement, on regarde bien sur le côté qu'on essaie toujours de donner un peu une idée où on s'en va. En ce moment, on dit aux gens qu'on prévoit qu'il va continuer à avoir des taux d'intérêt qui vont continuer à augmenter. On va, à mesure qu'on passe dans ces taux-là, comme on a dit, on veut ramener au moins au niveau qu'on appelle le niveau neutre, qui est un taux qu'on estime entre 2 et 3 %. En ce moment, on se dit, compte tenu des mesures, probablement qu'il va falloir aller dans le haut de cette fourchette pour réussir à ramener les taux. Donc ça nous amène un peu à la question, qu'est-ce qui est le taux réel? Je ne sais pas si c'était votre question, le taux réel versus le taux nominal, qui dépend toujours de l'inflation derrière en même temps. Mais c'est à quel niveau que les gens se prennent? Est-ce qu'ils pensent sur 1 an? Est-ce que c'est des emprunts de 5 ans? Donc, c'est un peu ce côté-là. La plupart des décisions, vous savez aussi bien que moi, pour les entreprises, souvent, il y a des décisions c'est des décisions sur quelques années. Et c'est pour ça qu'on essaie de ramener et de réancrer les anticipations d'inflation près du 2 % pour que le taux réel se retrouve, en fait, relativement bas dans la fourchette d'à peu près 1,5 à 1 % là. Merci, Monsieur Baudry. J'ai Monsieur Thomas Julien qui a une question pour vous. Monsieur Julien, la parole est à vous. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une petite question là, pour clarifier un point qui a été mentionné hier dans le communiqué de presse sur le rythme des hausses subséquentes qui sera dépendant de l'évaluation continue que la banque fait de l'économie et de l'inflation. Le conseil de direction dit qu'il est prêt à agir avec plus de force si besoin. Est-ce qu'il s'agit plutôt du rythme des hausses? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait avoir une accélération du rythme des hausses par rapport au rythme de 50 points de base actuellement? Ou est-ce qu'il s'agit plus, comme vous l'avez mentionné, du niveau des taux par rapport au niveau de taux neutre estimé? Merci. Merci, M. Julien, pour votre question. Dans nos délibérations, exactement, on a adressé ces deux questions-là. On s'est posé, compte tenu de la situation que l'inflation est plus élevée qu'on prévoyait, que l'économie continue à sembler à surchauffer et qu'on a des questions de l'enracinement de cette inflation. On a pensé à la fois qu'il va falloir plus probablement monter plus haut. Et compte tenu qu'on veut y arriver assez rapidement, ça peut vouloir dire qu'on va y monter de façon plus rapidement aussi. Donc, sur les deux côtés, on se garde une marge de manœuvre pour pouvoir bouger, mais il faut bien voir, on ne fait pas les choses de façon automatique. On est toujours en train de regarder l'économie, comment elle évolue. Il faut toujours reprendre les éléments, comment que l'économie est en train de s'ajuster à nos augmentations de taux, mais on veut que les gens sachent, on est commis à ramener ce taux d'inflation à 2 %. Et donc, s'il faut, on va potentiellement monter plus rapidement et même un peu plus haut. Ne soyez pas timide. On a la chance d'avoir le sous-gouverneur de la banque avec nous. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vous attendent dans l'autre chambre. Monsieur le sous-gouverneur, juste avant, les médias auront des questions pour vous. Mais c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'avoir un dirigeant de la Banque du Canada. Alors, ne soyez pas timide. Alors, pour bien comprendre, parce que vous savez très bien, comme moi, Monsieur Baudry, il y a cette idée de rehausser les taux d'intérêt. Est-ce qu'elle est, évidemment, là, je pense que c'est important, mais nous expliquer pourquoi, pour freiner l'artifice de la... Est-ce que je peux me permettre de vous poser cette question très pédagogique, mais qui me semble tout à fait pertinente? Oui, non, c'est exactement. Comme je peux parler dans le discours, il y a vraiment ces deux forces-là différentes qui sont en train d'affecter notre taux d'inflation. Il y a des forces extérieures que nous, directement, on ne peut pas faire grand-chose, mais on veut quand même réagir dans le sens pour dire aux gens qu'on est commis à ramener l'inflation à 2 %. Il y a les forces intérieures, ça, c'est nos forces de demande. Donc, il y a vraiment eu une reprise importante. Et là, on voit vraiment un surchauffement dans l'économie canadienne. Et ça, c'est une partie qu'on peut contrôler nous-mêmes et contribuer à ramener un peu la demande plus en ligne avec l'offre. On le voit quand on voit le nombre de postes vacants, qu'on a les firmes, je suis certain que plusieurs de vos membres voient que c'est difficile même de trouver de la main-d'œuvre. Et à ce moment-là, ça met de les pressions à la hausse sur les prix et les salaires. Et en
haussant les taux, on est en train de baisser cette demande-là pour essayer d'exactement réduire cette partie domestique qui est en train de contribuer à l'inflation. Et si on ne contient pas celle-là, là, on peut vraiment avoir une inflation galopante avec tout le système. C'est beaucoup plus clair pour moi. J'ai Madame Danielle Philistin qui a une question pour vous, Monsieur Baudry. Madame Philistin, la parole est à vous. Merci. Bonjour, Monsieur Baudry. Merci pour votre discours. Ma question est sur au niveau justement là de l'impact sur l'économie là des dernières hausses. On a vu qu'il y a eu un ralentissement sur les marchés boursiers. Il y a eu un ralentissement aussi sur le marché immobilier. Les hausses de salaire n'ont pas nécessairement suivi, mais l'endettement est de plus en plus grandissant. Alors, je voulais savoir quelle est la perspective du Canada justement pour s'assurer que tous les contribuables n'aient pas un endettement surélevé par rapport à la hausse des taux que vous allez faire. Une question. Premièrement, je veux juste mettre un peu de recul sur le côté de la situation financière des Canadiens. C'est très hétérogène en ce moment. En fait, la pandémie a fait une situation assez intéressante dans le sens de beaucoup d'hétérogénéité. On a beaucoup de gens particulièrement ceux qui avaient des emplois, ceux ça allait bien, ont en fait épargné et ont amélioré leur situation financière pendant la pandémie. Et donc, en ressortent avec plus d'épargne, une bonne situation financière. Il y en a certains qui ont pris plus de dettes, surtout sur le côté de l'immobilier. Donc, ça, c'est une partie. Donc, on a vraiment une variété de situations. Et c'est une partie de ça qui est le côté qui a été compliqué à voir à quelle vitesse va reprendre l'économie. Et en fait, en gros, c'est cet effet d'épargne additionnelle que les gens ont eu contribue vraiment à créer beaucoup de demandes en ce moment. Et c'est en partie, nos taux d'intérêt plus élevés sont en partie dirigés vers réduire cette demande-là. C'est naturel que les gens sortent d'une pandémie, ils n'ont pas pu dépenser sur certaines choses, qu'ils veulent dépenser, qu'ils veulent sortir. C'est bien, ça c'est un côté qu'on voudrait, on veut que l'économie revienne, mais là peut-être c'est allé un peu trop loin et c'est ce côté-là qu'il faut ramener. Il faut bien voir, on est vraiment dans une situation où il y a un peu de secteurs qui ont peut-être commencé à montrer un côté de réajustement, mais au total, l'économie canadienne est encore en train de croître plus vite que sa capacité et vraiment l'inflation, le taux de chômage reste très bas et comme j'en ai parlé déjà, on a tellement de postes vacants, on voit vraiment que c'est une économie qui surchauffe. Madame Philistin, ça va? Vous avez une autre question? Non, donc ça veut dire, je vais juste conclure, donc ça veut dire que la Banque du Canada n'est pas préoccupée par l'endettement des Canadiens présentement. Non, c'est pas aussi simple que ça. On est préoccupé, on regarde toujours. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de variétés, donc dans les ensembles. C'est juste que c'est pas aussi simple que juste dire il y a seulement des gens endettés. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une bonne situation financière, donc il faut balancer les choses. Donc, beaucoup des choses qu'on fait, c'est toujours une question de trouver le ballon entre les différents choix qu'il faut prendre. Donc, on reconnaît qu'il y a un ensemble de personnes qui sont endettées et on suit cette question-là. Et la semaine prochaine, il va y avoir notre rapport sur la stabilité financière qui va exactement regarder ça plus en détail. Donc, je veux vraiment pas que vous preniez comme l'idée qu'on ne regarde pas et on s'inquiète pas. On regarde ça, mais on essaye de voir les deux côtés, qu'est-ce qui se passe. Et pour nous, il faut prendre tous les éléments pour faire notre décision, qui c'est comme l'idée pour l'ensemble des Canadiens de trouver une situation qui fonctionne bien. Et c'est vraiment prendre tous ces éléments-là. Donc, c'est pas une question on s'inquiète pas de ce groupe-là. On le regarde très bien et c'est une partie importante de nos décisions. Je vous remercie, M. Baudry. J'invite les gens à lever la main. Monsieur Baudry, vous avez abordé la question de la pénurie de la main-d'œuvre. Nous, on s'y penche comme Chambre de commerce. On est en train d'élaborer une stratégie territoriale. On en a jusqu'à 2036. Vous et moi serons à la retraite au moment où les problèmes de pénurie de main-d'œuvre seront réglés. J'imagine que c'est bon, je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel se pencherait déjà la banque, mais avec la pandémie, les effets de la pandémie, qui ne sont pas tout à fait certitudes politique et économique mondiale, et également avec la pénurie de la main-d'œuvre, disons que la banque va
vous arrivez, je présume, à la croisée des chemins. Il y a des analyses que vous faites depuis longtemps et là, il y a des facteurs plus particuliers qui entrent en ligne de compte dans le travail que vous faites quotidiennement. Bien prendre le côté de pénurie de main-d'œuvre, comme il y a deux tendances différentes. Il faut prendre celle qui est plus à long terme. On a un vieillissement de population, on a un genre d'arrangement comme ça. Et ça, c'était présent avant la pandémie. On le voyait s'en venir et nous, à la banque et plusieurs ailleurs, regardait beaucoup ces forces-là, et donc on le prenait en compte, on essayait d'analyser. Là, il y a un effet plus particulier qu'une pénurie supplémentaire, qui n'est pas seulement cet effet-là, c'est vraiment un effet de demande. Comme celle de l'autre côté, c'est plus, bon, les gens partaient à la retraite, il fallait trouver une façon de les remplacer. Là, on a vraiment une question de demande très élevée au Canada. Comme je dis, une grande partie de cette demande reflète que les consommateurs une partie des consommateurs ont pu épargner pendant le temps de la pandémie, et maintenant, veulent redépenser. Là. Je veux dire, les choses vont bien, il y a de l'emploi, les gens dépensent. Et ça, c'est différent que le côté, disons, le vieillissement de la population. Donc, il faut bien voir, un est à plus long terme. Comme vous dites, il faut regarder ça comme un défi de long terme. Mais l'autre, c'est plus un défi immédiat qui est juste d'essayer de contrôler cette demande excédentaire par rapport aux capacités présentes de l'économie. On voit bien le professeur d'université en vous. Vous êtes un excellent communicateur et pédagogue. Merci beaucoup, M. Baudry, de votre présence. On compte bien vous communiquer avec votre équipe pour vous réinviter ponctuellement, peut-être dans 2 ans, faire le point sur vous l'année prochaine. On verra comment les choses vont bouger. Bonne chance avec votre mandat. Merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré ce matin. C'est un plaisir de vous accueillir et de vous éclairer bien des armes sur la situation actuelle. Merci, M. Baudry, au nom de la Chambre de commerce, de notre conseil d'administration, mais aussi de nos membres. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Well, good afternoon, everyone. My name is Paul Bodicher. I'm the Director of Media Relations here at the Bank of Canada. I'll be moderating this press conference. Deputy Governor Paul Baudry will be pleased to take questions for about 20 minutes today. We have a lot of reporters here in the room and a couple on the phone as well. And I want to make sure that every organization has a chance to ask at least one question. So I'm going to ask you to please limit yourself to one question only. If I fail to identify you, please do so. I just want to remind people on the phone to mute their line unless you're asking a question, and to mute again once you've finished. You can do so by pressing *6. Unmute again by pressing *6 again. Pour mettre votre ligne en mode discrétion, appuyez sur *6. Pour l'enlever, faites *6 encore une fois. Et comme toujours, libre à vous de poser vos questions dans la langue officielle de votre choix. For the folks in the room, I'll ask you to use the microphones when you're asking the question. Just simply press the button on the little small microphone in front of you, and we'll be able to hear. So with that, let's get right to it. I'm going to start here in the room, and our first question is from Julie Gordon of Reuters. Please, go ahead. Hi, Deputy Governor. Thanks so much for taking our questions today. I'm just wondering, does acting more forcefully also include a larger than 50 basis point in one-go increase or not? Okay, so when we talked about more forcefully, obviously we were kind of trying to think both in terms of pace and kind of level and speed of getting there, and that was part of our deliberations. We kind of thought about that, and we have to put this in context. We're seeing higher than we predicted inflation. We're seeing the economy's overheating, and we're scared that this inflation becomes entrenched. And so we see this aspect of potentially needing to go higher than we thought before, and we still have the idea that we want to get there as quickly as possible. So that could involve doing more moves in a row, or it could involve bigger moves. All this will depend exactly on the data that comes in. We'll have to try to, we're not doing anything on automatic pilot or anything that looks like that. We'll be kind of trying to analyze data as it comes in, figuring out what's the best, trying to have feedback from the economy at the same time as we take our decisions. Our next question is Mark Rendell of the Globe and Mail. Go ahead, please, Mark. Thanks very much for taking my question, Deputy Governor. So during the last rate hike cycle, the bank got up to 1.75% and then had to slow down because the housing market, amongst other things, was showing signs of weakness. We're already seeing signs that the housing market is slowing down, and I'm wondering, given that, how does that impact the ability to, I guess, push the rate higher than you did in the last cycle, and what does that say about the potential to get towards the 3% that was suggested today?
Okay. First of all, when we look at the economy right now, it's really, it's still growing very strongly. What came out, the last data, still growing faster than our capacity. We have unemployment at, very strong lows. We have a lot of people. There's a lot of difference between, Canadians, but there's a lot of people out there that are going out and spending, and that's what we're seeing, this very high part. And that's kind of creating an overheating aspect in the economy. We have to look at all the sectors in the economy, and as we go through this, we're not committing to where we'll end up. We've just kind of said where we could potentially have to move. We'll be kind of feeding that back through and looking at all the sectors. Housing is one sector among all the ones that we have to consider. We're doing moves for the overall economy, trying to get demand back in line with supply for the overall aspect of our economy, not just for one sector. But the important thing is really kind of bringing that excess demand down, trying to kind of get people to rein in that extra demand, and we'll do the rates that are needed for it, and we'll be looking at how much and how the economy is reacting as we move at each step. Our next question is Kevin Carmichael, the Financial Post. The last time we saw inflation like this, of course, was the early 1980s. We all know what was required to get rid of inflation at that time, a recession. Is that where we're headed now? Is there any way to get out of this inflationary episode without going into a recession? We certainly think so. It's a difficult balance. We're trying, like often in monetary policy, what you're trying to do is balance different aspects. And what we're trying to do now is trying to get that inflation, like our mandate is inflation. We have to get that inflation back to 2%. We'll do what's needed to get that aspect. We think that can be done by properly communicating to people what we're doing and how they take that into account. That given there's excess demand in the economy, we can kind of bring that down slowly and get back to the economy without kind of having to go into recession. We're aiming for this soft landing, but it is a difficult compromise. You kind of do a little bit too little, and you kind of allow inflation to keep going, and that become entrenched. That's not our goal. And if you do too much, you might kind of bring the economy into a recession. So we're trying to aim that in between. And a large part of that is for people to understand what we're doing, why we're doing it. And with that, we think we can kind of rein this in without necessarily getting into a recession type area. We'll go now to Greg Quinn from Market News. Hello. The bank is arguing it will act to keep inflation expectations well anchored. Your own business surveys show a majority of firms see inflation exceeding 3% over the next 2 years. The Canadian Federation of Independent Business shows firms see inflation of almost 4.5% over the next year. So is it pushing things a little to say that expectations for inflation remain well anchored? Well, first of all, let's take the different expectations. There's short-run expectations and there's long-run. You're exactly right that these kind of 1 year and 2 year out expectations have just been rising even further out, and that's really what's worrying us. And that's one of the aspects that we're kind of reacting here and saying what we'll need to do. At the same time, at least the good part is looking further out, 5 years kind of out. People have confidence that we will bring it back, and we want people to kind of understand that is our goal, that we will get it back. But it still will take a while. It's not like this year it's going to be back right away. We still are fighting a lot of aspects on the international front. A lot of this inflation is driven by these international forces. There's domestic parts of this excess demand that I was talking about, but a large part and the major part of what's been driving things is these international forces. All we know, like the price of oil, the price of food, the price of all sorts of goods that are traded internationally, and that's still being there. So we're not surprised that we have those short and medium run expectations that are high, but they do worry us, and that's really what we're addressing. But like I say, there's still a positive note out there that in general, people do understand that we'll bring it back, and they should continue because that's what we're going to do. Let's go now to Chris Reynolds of Canadian Press, please. Just following up on that, Statistics Canada's GDP report on Tuesday showed a real growth in employee compensation. I think it was nearly 4% in the first quarter, and that's the biggest quarterly increase, with one exception, since the early 1980s. So is that another strong indicator that longer-term expectations for inflation are rising, and there's concern then, as a result, about entrenchment?
I don't see exactly the link you're putting between the two, but let me take that first number because I think it's a very relevant number. So that's a very interesting number. Just reminding what you just said is, despite this high inflation, real incomes of Canadians as a whole is actually still increasing, and that's reflecting this high growth that's happening in the economy. A lot of employment, a lot of things. So even if people at fixed revenue would feel like they're losing income as inflation is higher, there's enough extra people with enough extra hours that are coming in that whole income is kind of higher, and that's actually what a big part that's contributing to this high demand, and that's the part we have to rein in. So I don't know if the exact link you were making to the inflation expectation part there, but certainly in terms of the idea that there's a lot of momentum in the economy, that's a good indication of it, and that's exactly the type of thing that we want to kind of rein in, and that our rates would help that, and trying to make that people, there is the link that noticing that high momentum. If we don't attack it, then people have reasons to kind of think expectations of inflation should go anywhere. It's kind of like we're saying, no, we know this, we'll control that and kind of get in under order. Let's go now to Catherine Cullen from CBC, please. Hello. As you know, Pierre Poilievre wants to fire the governor of the Bank of Canada. He said, quote, "He has one job. He failed to do it because he decided to work for Justin Trudeau and help Trudeau keep his job by printing money for deficits." Is that fair? Okay. Well, first of all, we're not in the business of politics, and our preferred outcome is always that we're in the background and we're doing our job. Right now, we kind of completely understand that Canadians, and lots of Canadians, can be frustrated at the situation. It's difficult for a lot of people, and we haven't managed to keep inflation at our target. So it's appropriate that people are asking us questions. So one of the big parts that we're going through is trying to explain how we got here, what aspects that we got right, what did we get wrong, how we're learning about it, and especially telling them where we're going to go, how we're going to control this. And, it's been a very difficult period with a lot of changes, kind of go from a pandemic to kind of, quick recovery. We have a war in Ukraine. We have all these things. These have been a lot of different forces. But it's still our responsibility to bring inflation back to the 2% target. And right now we're telling people, that's our focus. It's been our focus all the way. The difference is, kind of going back to the pandemic, at the beginning of the pandemic was the opposite. We were worried about deflation. So we've been working trying to get to 2%. One aspect of making sure we didn't get into deflation, and we didn't, and kind of got that back. Now with the international forces been pushing the inflation well up, now we have to figure out ways of bringing things back down to that 2%. So that's what I can answer, that we're on it. It is fair? No, it's just that we're on it of kind of doing our job and trying to explain to Canadians where it is and why it is at the part, and that we're looking at it exactly. This is our focus is on the 2% inflation target, and they're right to ask questions. But I think we're kind of giving them the answers of how we see how things have developed and why we took those decisions. Go now to Mackenzie Gray from CTV, please. Hi there. You mentioned in your speech today that not only has the bank completely missed their inflation targets, the 2% targets, but that you've consistently missed your forecast and misjudged your forecast on inflation. To Catherine's point about Mr. Poilievre, he says that the bank needs to be held accountable. So if you've missed your targets and you've also missed being able to forecast what's going on with inflation, why should the bank not be held accountable, and why should the governor not be fired? Okay. The aspect that we should be held accountable is exactly right. We should be kind of, explaining to people where it is. Now, kind of just taking it by steps here of kind of figuring out where we missed on our inflation forecast. And we'll be kind of in our July report, we'll kind of bring back more information about some of our areas. But let's just put it in perspective here. A big part of this inflation part here has been oil prices, has been food prices. These are things that we all know, and it's always been the case, that we have a huge amount of difficulty predicting the change in kind of the oil price, the change in kind of the price of some other commodities. And this is a reflection that we have in there. So we're going to be going back and kind of dividing that more up. Like one of the aspects that we're kind of learning a lot more about is the supply chains, for example. Traditionally, we weren't looking into kind of all the details of how
a bottleneck in one part of the supply chain in the world, how it kind of leads up to other price changes. So that's the type of thing we're trying to learn and try to understand in this particular situation and kind of getting a better sense. And that's why we made, errors on the inflation forecast, as almost anyone that was trying to predict inflation made these errors at that point. The aspect is kind of trying to learn from your errors and not making the same errors as we go forward. So yes, there's been errors in that forecast. As we've taken our decisions, we think we've taken the best type of decisions for Canadians at each point for the information we had kind of advancing, and we're kind of telling people where we're going to go. And that's where we are. I'll go now to Eric Hertzberg from Bloomberg, please. Yeah, good afternoon. I'd like to just follow up to Kevin Carmichael's question on softish landings and hard landings. Putting aside what your current forecasts are for Canada's economy and the desirable outcomes, would you be prepared to engineer a recession if that was what was necessary to achieve the inflation target? Okay. Our mandate is clear. It's the inflation target. That's what we have to do. We have to do what's necessary to get there, and we'll do what's necessary. But at the same time, we try to do it in the way that's the best for Canadians. But the bottom line is we will get inflation back to 2%, and we'll do what's necessary to get it there. I'm going to go to the phones now. We have at least a couple people on, and I think we're going to start with David George Kosh from BNN. David, please go ahead. Sorry, can you hear me now? Hello? Yes, we can. Please go ahead. Okay, thank you. I'm just wondering, Deputy Governor, if you can better unpack that detail in the statement yesterday in terms of how the Bank of Canada would consider inflation to be entrenched. What exactly do you mean by that? And if possible, do you have a message for Canadians in order of how you can advise them to prepare for the rapid rise of interest rates in order to bring down inflation to that 2 to 3% target? Okay. First of all, when we talk about entrenched inflation, this is really the idea of when inflation just gets self-fulfilling. I mean, right now it's a large part by a lot of these international forces that are playing a role. But eventually, if people start believing, 6% is just the normal norm, then, prices go up by 6% because wages are going up by 6% and wages are going up by 6% because prices are. And that's really the entrenched part. People start believing it. It kind of gets into the whole system and it lives on by itself. What we need to do, and we know that's kind of coming back to previous question, if we get into that situation, it's very hard to get out and it's very costly, and the adjustment to bring the economy back out of that situation is hard. So really what we want to avoid is that kind of mentality, that kind of mindset kind of sets in. And so we're really telling people, do not think that's not where we're going. We're going to be making sure that we're going back to that 2%. We'll do what's necessary to get back there. And we're raising rates in direction to get that there. Now, in terms of Canadians preparing, there's been a while we've been kind of signaling that this is what we're doing, that we're on this interest rate hike during this part. And part of the whole mechanism by which that goes through is basically to bring people to think, okay, now maybe is a time to rein in a little bit of expenditure. Even if it is a time, it's natural. People after a whole pandemic, they want to go out and they want to spend and they want to do things, and it makes sense, and that's it's fine. But at the same time, we have to watch out that doesn't get above the capacity of the economy, and that's what we're doing with higher interest rates. So thanks, David. Just for the folks on the line, I'll just, again, ask you, once you finish asking your question, to please remute your line because it can be difficult to hear over the noise in the background. And I have a question here from Tony Mace of Mace News. Please go ahead, Tony. Hi, thank you, Deputy Governor. Just coming back to how you see the soft landing, do you think that you can get inflation back to target without the unemployment rate rising? Or would an increase in unemployment be expected and perhaps helpful in terms of reining in excess demand? Thank you. Right now, we think, there's this excess demand, and the question is how much we have to rein in that excess demand. There's so many job vacancies out there. We really see that demand's very high. As that kind of comes in,
There might be a little bit of an adjustment, which would be natural of the unemployment rate might increase a bit. If that is smooth, that doesn't put us into recession. What we don't want to have is which would be, again, a possibility, is really having a big increase in unemployment. We're hoping we can get that into a soft landing of getting the labor market more in balance, again, with supply more in line with the demand there. Okay, that has exhausted the list, and we're just about out of time, so I appreciate everybody's cooperation on that. That will bring today's press conference to a close. Thank you very much, Deputy Governor Beaudry. Thanks to everybody here in the room and those on the phone for joining us, and we'll see you next week for the Financial System Review. Thanks.